Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi 5 janvier. Demain, nous allons célébrer l'Épiphanie. Ce jour-là, il est, c'est vrai, de tradition de savourer la célèbre galette des rois. Cette fête est d'ailleurs la plus ancienne célébration chrétienne. Découverte de ses origines avec la théologienne Emanuela Fogliadini. L'ASM FC va débuter l'aventure de la Coupe de France. Pour ses 32e de finale, les Monégasques recevront Rodez ce samedi au Stade Louis II. Les dernières informations autour de cette rencontre dans ce journal. Et puis après une courte trêve, les Rocaboys retrouvent le chemin de l'Euroleague avec un déplacement sur le parquet de la Stark Arena où les attendent près de 20 000 fervents fans du Partizan. Coup d'envoi ce soir à 21 h et nous recevrons à cette occasion Mathias Le Sort, ancien joueur de la Roquettine qui défend désormais les couleurs de notre adversaire. Et pour finir, nous vous emmènerons découvrir le tout premier concert de l'année à l'OPMC. Casse-Noisette pour le jeune public est raconté par Julie Depardieu. Après la bûche de Noël, c'est au tour de la galette des rois de présider sur nos tables. À la frangipane ou brioché, elles attisent la gourmandise dans les vitrines des magasins. Christinda Thomel et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus dans l'un d'entre eux, rue Grimaldi. Reportage. L'Épiphanie approche à grands pas, c'est le moment de manger la fameuse galette des rois. Nous nous sommes donc rendus dans l'antre des gourmands qui réalisent plus de 400 gâteaux des rois par jour. L'Épidore nous a dévoilé quelques secrets de sa galette et de sa couronne, des gâteaux qui font fureur. On va retrouver évidemment du très bon beurre. Je vous parle de la frangipane là dans un premier temps, mais on va trouver d'abord du très bon beurre, de la bonne amande et puis et principalement pour la frangipane, ça va être ça, les ingrédients importants. Pour ce qui est de la couronne des rois, on va avoir besoin également de très bon beurre aussi. Et là, on va travailler un peu plus sur les fruits, sur la macération des fruits. Pour nous, en ce qui nous concerne, on va être sur de la vanille de Madagascar, un sirop vanillé avec de la vanille de Madagascar en gousse, et puis de l'eau de fleur d'oranger naturelle. Voilà, pour ce qui est de la macération de nos fruits. Et c'est ce qui va faire un peu la différence après dans les galettes. Alors la fève est glissée au moment de la garniture pour la frangipane. Pour la couronne, c'est après cuisson en ce qui nous concerne, avec une petite incision par dessous et on glisse la fève assez discrètement. Frangipane ou brioche, à chacun ses goûts, deux authentiques recettes donc pour les gourmands qui souhaiteraient se mettre au fourneau. Et sachez que si vous n'êtes pas friand des fruits confits, l'Épidore propose une version plus classique de la couronne, toujours briochée, mais cette fois uniquement à l'eau de fleur d'oranger et sur commande. Et justement, quelles sont les origines de la fête d'Épiphanie? Pourquoi on y mange cette célèbre et délicieuse galette des rois? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons un docteur en théologie. Bonsoir à vous, Emanuela Fogliadini. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce journal. Alors, première question, que signifie le terme Épiphanie? Épiphanie signifie manifestation. C'est un terme qui vient du grec. Ça dit déjà la signification de la fête parce que le Christ va se manifester au monde entier. Concrètement, que représente cette fête justement? Ces trois sages qui viennent d'Orient, c'est ça qui dit l'évangile de Matthieu, et qui sont arrivés parce qu'ils étaient conduits par cette étoile un peu mystérieuse, mais qu'eux, ils sont arrivés à comprendre que c'était nécessaire de la suivre, et sont arrivés pour adorer, pour reconnaître cette roi qui c'était un peu plus grande qu'eux. Pourquoi la célèbre-t-on le 6 janvier? Au début de l'histoire de l'Église chrétienne, au IVe siècle, il y avait deux fêtes, le 25 décembre et le 6 janvier. Plutôt en Occident, c'était fêté le 25 décembre et ensuite l'Orient, plutôt le 6 janvier, avec les termes épiphanie ou théophanie. Et en effet, l'Occident a décidé de garder la fête de l'adoration des mages qui sont arrivés donc 12 jours après pour reconnaître, pour adorer dans la crèche ou plutôt dans son maison le Christ. Et qui étaient justement ces rois mages? Dans l'iconographie des catacombes, étaient 2, 3, parfois 4, même 5. Donc au début de l'art chrétienne, on n'a pas eu vraiment un nombre précis, ni des noms précis.
Ça va devenir, au fur et à mesure que le temps passe, au VIe siècle, commence à devenir trois rois qui viennent de trois lieux différents, les rois d'Arabes, les rois des Indiennes, les rois des Perses, donc tous d'Orient étaient trois frères en plus, et ça a influencé a aussi beaucoup l'iconographie parce que dans beaucoup de représentations on les voit plutôt des couleurs différentes, des couleurs de peau différentes. Alors, vous le disiez, les rois mages viennent d'endroits, de pays, de régions différentes. Dans quel pays, justement, l'épiphanie est-elle célébrée? C'est célébré beaucoup en Allemagne, en Bavière, parce que les reliques des rois mages étaient censées être apportées de Milan à Cologne. C'est célébré encore à Milan parce que au début, selon la tradition, les rois mages sont rentrés chez eux, mais ensuite sont revenus à Jérusalem et là étaient martyrisés. Donc, leurs reliques, avec toute une histoire un peu passionnante, étaient rapportées à Constantinople et devaient et les a gardées à Milan pour des siècles. Ensuite, les Barberouche les a apportées à Cologne, donc aussi à Milan, il y a une procession très solennelle qui part de la cathédrale jusqu'à l'église où était conservé Sant'Eustorgio. À Cologne aussi, en Espagne aussi, il y a des processions fantastiques pour la fête des rois mages et bien sûr aussi en France, dans la Belgique. C'est vrai que, Emmanuela, pour célébrer l'épiphanie, on mange les célèbres galettes des rois. Il y a aussi des fèves dans ces galettes. Alors pourquoi on les associe à cette célébration? Les galettes des rois viennent de très loin parce que la source c'est romaine. C'était une habitude dans les fêtes des Saturnales que les Romains célébraient dans la même période, de célébrer avec des gâteaux. Et en plus avec l'idée que tout le monde était égal dans cette fête et qui trouvait la fève aura été le roi de la fête. Et voilà, pour un jour. Et la fève aussi, c'est un symbole de renaissance. En plus, c'est les premiers légumes qui signent le début du printemps. Donc, c'est un symbole de renaissance et aussi de prospérité. L'épiphanie, c'est vrai, ce sera ma dernière question. C'est une ancienne fête, on l'a vu, qui remonte à de nombreuses années. Est-ce que c'est une tradition, vous le constatez, qui se perd ou est-ce qu'elle reste finalement, au fil des années, toujours aussi populaire? J'ai l'impression que ça reste populaire grâce aussi au gâteau, mais je pense aussi dans le monde chrétien, cette idée que des sages qui viennent de si loin, et ça, c'est toujours fascinant d'imaginer leur voyage si long avec des chameaux, des dônes. Ça reste dans l'imaginaire populaire quelque chose de fascinant qui marque. Merci beaucoup à vous, Emmanuela, d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'épiphanie. Volontiers, merci à vous. Et si vous faites partie de l'amicale des aînés monégasques et que vous avez justement envie de célébrer l'épiphanie, il faudra vous inscrire pour le traditionnel gâteau des rois. Pour cela, rendez-vous au foyer Régnier 3 le mercredi 11 janvier pour les lettres allant de A à G et le jeudi 12 janvier pour les lettres allant de H à Z. Le foyer est ouvert de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h. Alors que le marché de Noël a fermé ses portes ce lundi soir, l'heure est forcément au bilan avec plus de 400 000 visiteurs qui se sont succédés. C'est un succès. Le village avait, je vous le rappelle, pour thème cette année, Noël au Spitzberg. Une quarantaine de chalets étaient ainsi installés avec des stands proposant des produits artisanaux, des idées cadeaux, mais aussi des stands gourmands. Tous les commerçants qui ont participé à ce rendez-vous sont donc ravis de l'énorme affluence de ce Noël 2022. Une information mercato pour poursuivre ce journal avec le transfert de l'international français Benoît Badiachil, formé au sein de l'académie de l'AS Monaco FC où il a gravi tous les échelons. Le joueur va donc relever un nouveau défi en rejoignant le club de Chelsea. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2029. L'AS Monaco FC qui devra donc faire désormais sans l'un de ses joueurs cadres pour les prochains matchs, finaliste en 2021 et demi-finaliste la saison
saison dernière. L'ASM débute cette année l'aventure des 32e de finale avec la réception de Rodez. Pensionnaire de Ligue 2, mal en point en championnat, les Aveyronnais apprécient la Coupe de France. Il va donc falloir se montrer très vigilant face à cette équipe qui n'a rien à perdre. À l'occasion des traditionnelles conférences de presse d'avant-match, l'entraîneur Philippe Clément a analysé cet adversaire. On l'écoute. C'est une équipe qui joue avec 5 à derrière, avec 3 milieux et 2 attaquants. Une équipe aussi avec beaucoup de taille, qui peut être dangereux dans les phases arrêtées, aussi avec des bonnes transitions, avec des 2 pistons qui ont un jeu très dynamique dans les transitions. Et les choses que nous cherchons pour les espaces, je vais dire à mes joueurs, mais pas à vous, naturellement. L'AS Monaco devra aussi faire attention à Clément Depré, meilleur buteur ruthénois avec 5 réalisations. D'autant qu'en cas de match nul, les Rouges et Blancs devront effectuer la traditionnelle séance de tir au but. Les pénaltys, le gardien monégasque Thomas Didillon les a justement abordés lui aussi en conférence de presse. On prépare les matchs de la même manière qu'on les prépare tous. Et ça inclut de voir, on a une préparation vidéo et ça inclut, les phases de jeu arrêtées et les pénaltys en font partie. Maintenant c'est sûr que c'est un exercice qui est un peu plus délicat, mais voilà, on s'y prépare en tant que gardien et ça j'englobe tous les gardiens de l'AS Monaco dedans parce que c'est notre rôle et ça peut avoir un impact sur notre performance et sur le match. Maintenant après, c'est sûr que voilà, ça se fait de la même manière, alors avec plus ou moins de tireurs, ça oui, c'est une évidence, mais espérons qu'on n'en est pas arrivé là. Rendez-vous donc au Stade Louis II ce samedi 7 janvier à 18 h pour assister à ces 32e de finale de la Coupe de France entre Monaco et Rodez. Un autre match important aura lui aussi lieu à Louis II le 23 janvier prochain. Il s'agit du match de charité organisé par Fightheads Monaco. L'équipe du Cirque FC va rencontrer les Barbadians. Le Cirque FC avait, je vous le rappelle d'ailleurs, remporté le trophée l'année dernière avec Lucas Tony, élu meilleur joueur du match. Rendez-vous donc le 23 janvier pour voir si l'équipe du Prince Albert II prendra sa revanche. Coup d'envoi à 18 h 30, l'entrée est au tarif de 10 € et je vous rappelle que tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Fightheads Monaco. On continue à vous parler de sport puisque ce jeudi soir, la Roca Team affronte le Partizan Belgrade pour le compte de la 17e journée d'Euroleague. L'occasion pour le club monégasque de retrouver 2 anciens Roca Boys, Danilo Andjusic et Mathias Le Sort. Yannick de Bever et Sylvain Peroumal sont allés justement retrouver le Martiniquais pour évoquer ses souvenirs avec l'AS Monaco Basket. Bonsoir Mathias, merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info. Ça fait plaisir de te revoir sur cette chaîne. Déjà, première question, comment tu vas? Bonsoir à tous. Ça va super bien. Hein. L'année vient de commencer, d'ailleurs bonne année à tout le monde. Et on a hâte de lancer notre année de l'Euroleague. J'aimerais te montrer quelque chose avant tout, c'est ceci. Je vais te laisser regarder ça. Ouais. À quoi tu penses en premier quand tu la vois, cette médaille de champion de l'Eurocup? Bon, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Hein. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Je repense à tous les gars avec qui j'ai joué cette année-là. Je repense à la longue année qu'on a eue, l'année spéciale à cause du Covid, les sacrifices qu'on a fait. Et au final, ça. Hein. On voit ce qui est écrit derrière et c'est quelque chose qui reste gravé à jamais. Tu vois, quand tu me l'as montré, tu as eu le sourire que j'ai eu, donc ça, c'est des trucs qui ne mentent pas. Hein. C'est quelque chose qui a marqué à vie et c'est magnifique cette médaille. S'il avait manqué une seule personne, vous n'auriez peut-être pas gagné cette Eurocup. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, totalement. On avait un groupe uni, on avait vraiment un groupe spécial. On avait un groupe de gars qui s'entendaient tous entre nous. Tout le monde avait un rôle très important sur le terrain et en dehors du terrain. Tout le monde a trouvé comment aider l'équipe à sa façon et tout le monde a réussi à rentrer dans son rôle. Comme tu as dit, même par exemple, Rudy, par exemple, si on n'avait pas Rudy cette année-là, ça se trouve on n'aurait pas été champion. Rudy nous a apporté des précieuses minutes
Il a fait des petits trucs dont on ne se rend pas compte, mais des petites fautes, des petites défenses, des petites pressions tout le temps qui nous ont aidés tout au long de la saison. Et ouais, comme j'ai dit, c'est une équipe où tout le monde a trouvé son rôle, tout le monde a su comment apporter sa pierre à l'édifice et c'est ce qui a rendu la victoire encore plus belle. C'était une équipe vraiment spéciale parce que sur le papier, vous étiez quasiment à tous les matchs outsider. Au final, vous gagnez ce groupe. Grâce à quoi vous avez réussi à gagner cette Eurocup? Je pense qu'on avait une équipe de mort de faim, une équipe de chiens, comme on dit. Je pense que c'est ce qui a fait notre force. Pratiquement à chaque match, on a pratiquement fait aucun match avec 12 joueurs, même avec 10 joueurs. Hein. On avait souvent des équipes, des matchs avec 8 joueurs pro, 7 joueurs pro, ou des rotations. On avait peut-être 1 ou 2 rotations certains matchs. Donc c'est vraiment une année où on a galéré, on a eu des difficultés, on a vraiment été mis à l'épreuve. Mais comme j'ai dit, on avait une équipe mort de faim. On n'a jamais laissé ça nous abattre, on n'a jamais essayé de prendre ça comme excuse. Au contraire, ça a été une motivation pour nous et de se dire que de toute façon, il n'y a personne d'autre que nous qui allons le faire. Donc ça nous a aidés et ça nous a propulsés pendant l'année pour être encore meilleurs. Et puis c'était un groupe, une équipe en phase aussi avec le coach. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Vous étiez tous en phase, on a l'impression. Ouais, en fait, comme tu as dit, le coach, c'est un coach qui aime les joueurs comme on était, qui aime l'équipe comme on était. C'est un coach qui est très franc, très direct et qui est très compétiteur. Donc je pense que d'avoir l'équipe qu'on avait, une équipe, comme je dis, de mort de faim, de chiens et de compétiteurs aussi, ça matchait, tout le monde matchait avec tout le monde. Et personne, par exemple, il y a eu des fois où forcément il y a eu des prises de bec, il y a eu des hauts et des bas, mais personne n'a jamais laissé la façon de faire du coach l'atteindre de manière personnelle, laisser ça l'abattre. Et au contraire, quand le coach il nous criait dessus, quand il était énervé, au contraire, nous on se disait bon, on va lui montrer qu'on vaut mieux que ce qu'il pense, on va lui montrer qu'on peut faire ce qu'il nous demande et ça nous motive encore plus à être meilleur. Vous avez marqué l'histoire en gagnant l'Eurocup alors que c'était la première fois que vous atteigniez la finale. L'année dernière, Monaco a encore marqué l'histoire, cette fois-ci en Euroleague. Aujourd'hui, il joue le top 4. Toi qui as fait partie de ce projet monégasque, d'après toi, qu'est-ce qui fait la réussite aujourd'hui du club de Monaco? Qu'est-ce qui fait chaque année, on vise encore plus haut? C'est quoi la clé du succès d'après toi? C'est un club qui se donne les moyens de réussir. C'est un club qui n'a pas peur de viser gros et qui dès sa première année en Euroleague, peut-être qu'au début ils se sont dit on va essayer de voir, mais après au final dans l'été on a vu qu'ils se sont vite dit que non, en fait ils veulent faire une équipe pour être compétitifs. Ils ne se sont pas dit on va essayer d'abord voir les choses, voir comment ça se passe en Euroleague et machin. Ils ont voulu dès qu'ils sont arrivés à être compétitifs. C'est une équipe qui, comme tu as dit, l'année dernière ils étaient à 2 points du top 4. Donc c'est un peu un match, c'était à 2 points carrément. Donc c'est vraiment une équipe qui s'est donné les moyens. Cette année, c'est une équipe qu'on n'a pas peur de le dire, contendante au titre. C'est certainement l'équipe la plus talentueuse en Euroleague avec peut-être FS ou ce genre d'équipe. Donc c'est une équipe qui, comme je dis, se sont donné les moyens d'être là où ils sont, ils se sont donné les moyens de voir grand et ça fait plaisir, comme tu as dit, d'avoir fait partie de ce projet-là. Aujourd'hui, tu partages le parquet avec un ancien monégasque également, Danilo Andjusic. Vous êtes parlé un petit peu de vos souvenirs en principauté déjà? Oui, clairement, on en a parlé, on en parle souvent. On a hâte de retourner à Monaco d'ailleurs. Après, lui, il a eu de la chance parce qu'il a eu Monaco, pleinement Monaco. Moi, j'ai eu Monaco Covid. Donc, mais bon, comme on le disait souvent, c'était peut-être la meilleure ville en Europe pour pouvoir passer le Covid. On avait des restrictions un peu plus légères que dans les autres endroits. On avait la chance d'avoir le soleil et le beau temps pendant toute l'année. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi. Et ouais, on a eu des expériences vraiment différentes. Même si moi, malgré ça, j'ai beaucoup aimé mon expérience à Monaco. J'ai beaucoup aimé la ville et les gens qui étaient là-bas. Malgré le fait qu'on a eu beaucoup de matchs à huis clos, on n'a pas eu accès à la salle, on n'a pas eu accès à toute la ville, comme on dit. Et lui, il me raconte comment ça s'est passé pour lui, quand la ville était ouverte, quand les gens pouvaient aller, le Grand Prix, etc. Ils sont restés à Monaco pour le Grand Prix, on a eu la chance de voir le Grand Prix, etc. Donc c'est une expérience qu'il a pu vivre que moi, je n'ai pas pu vivre, mais ça n'empêche que ouais, on a eu des choses en commun et on a tous les deux vraiment aimé la ville de Monaco. Ouais. Donc le retour à Gaston Médecin, il est coché sur le calendrier? Oui, clairement, on a hâte de retourner à Gaston Médecin. Déjà, moi, j'ai hâte de retourner les équipes de Pro A, comme quand j'étais en train de retourner à Asvel. Mais non, c'est sûr qu'en plus, à Monaco, j'ai joué là-bas. À Asvel, j'ai pas joué là-bas. Donc Monaco, j'ai joué là-bas et ça va être quelque chose de spécial pour moi. Et ouais, j'ai hâte de retourner là-bas. Ouais. Merci beaucoup Mathias d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Je te souhaite évidemment énormément de réussite. Je pense que tous les Roca fans se joignent à moi pour te souhaiter la santé, beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière. Cool, j'espère aussi que Monaco pourra aller loin cette saison et daguer Monégo.
Tout autre chose à présent, pour le tout premier concert de l'année 2023, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a voulu proposer un concert à destination du jeune public. Le thème choisi était Casse-Noisette, interprété par les musiciens et solistes de l'orchestre et avec la participation de Julie Depardieu. Un reportage de José Sacré et de Jean-Alexandre Dordet. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Julie Depardieu raconte l'histoire de Casse-Noisette alors que la célébrissime musique de Tchaïkovski, transcrite pour quintette à vent et harpe par Didier Fabre, est interprétée par 6 solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Anne Moog, Véronique Audard, Franck Lavogé, Didier Fabre, Jean-Marc Jourdain et Sophie Stekeler à la harpe. L'histoire merveilleuse de ce conte était illustrée par une artiste sur sable, Katerina Barsukova. Elle a réalisé en direct sur une plaque de verre agrandie par vidéoprojection des tableaux en sable représentant les différentes scènes évoquées par la musique. C'était mercredi 4 janvier à l'Auditorium Régnier 3, le premier concert de l'année de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un concert destiné au jeune public. Les enfants sont volontiers distraits. Et là, il y avait beaucoup de monde et je dois dire qu'ils ont été extrêmement sages. Vous le sentez, vous, ça, musicien? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de les emmener vers quelque chose de beau? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a, oui, mon sourire, mon large sourire qui est partagé en fait avec mes amis. Oui, on le sent. Et je pense que c'est ce qui nous donne envie de créer ce genre de spectacle. Parce qu'on sent que la salle est en train de venir avec nous. Et on reste justement dans le domaine de la musique avec cette belle soirée dédiée aux grands compositeurs de jazz tels que Benny Golson, Tadd Dameron, Thelonious Monk ou Randy Weston. Elle a eu lieu ce mercredi soir au Théâtre des Variétés. La majeure partie des morceaux a été interprétée en quintet, mais il y a eu aussi de beaux duos qui ont ravi tous les spectateurs. Un grand soleil était de retour en principauté aujourd'hui. Qu'en est-il pour la météo de demain? La réponse avec Chrisinda Thomel. Bonsoir à vous, Chrisinda. Demain matin, quelques passages nuageux sont prévus et le temps se couvrira progressivement au cours de l'après-midi. La journée est en partie ensoleillée, mais les nuages restent cependant bien présents. Du côté du thermomètre, comptez 14 degrés pour les maximales et 10 degrés pour les minimales. L'eau de mer pour les plus courageux sera à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h09. Demain, nous fêterons les Mélènes. On en a déjà eu l'eau à la bouche en début de journal grâce à votre reportage Chrisinda. Les photos de ce soir continuent sur cette lancée. Stéphane Dana a immortalisé les galettes des rois, de la préparation à la cuisson en passant par la mise en place pour vous les sublimer dans les vitrines. Je vous souhaite surtout pour l'épiphanie de trouver la fève pour être le roi ou la reine de la soirée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne évidemment rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. Belle soirée.